C'était toujours Ariane, salut bienvenue sur Kingdom. Une seule voix, une seule respiration, comme si vous étiez assis à côté de moi dans le noir, avec une tasse de café qui refroidit lentement, et le bruit des vagues en fond si vous imaginez bien. Imaginez la scène avec précision, comme si vous y étiez. 14 février 2025, 21h47 précise. Studio 104 de la Maison de la Radio, Paris, avec ses murs blancs froids et ses spots qui bourdonnent légèrement comme un essaim d'abeilles fatiguées. Les caméras tournent encore, même si le public est parti depuis une heure, laissant derrière lui un écho de murmures. Il ne reste que Patrick, l'interviewé avec son micro qui tremble un peu dans sa main moite, et un silence si dense qu'on entend les battements de cœur dans les micro-cravates, comme un tambour distant. L'homme qui a vendu 15 millions d'albums, qui a fait pleurer des stades entiers avec Belle, baisse les yeux sur ses mains ridées par les années de guitare et de tournées interminables. Une larme roule lentement sur sa joue gauche, traçant un sillon invisible qui brille sous la lumière crue. Il sourit. Un sourire brisé, un sourire qui porte le poids de 3 décennies de chansons sur l'amour, de refrains qui ont consolé des millions mais pas lui. Et il murmure la phrase qui va faire exploser 27 ans de secrets bien gardés, comme une grenade dégoupillée. C'était toujours Ariane. À cet instant précis, quelque part en Corse, dans une petite maison blanche aux volets bleus face à la mer Méditerranée, une femme éteint la télé sans un mot, se lève et va regarder les étoiles par la fenêtre ouverte, sentant le vent salé sur son visage. À Montréal, une autre femme pose son verre de vin rouge sur la table basse en bois et pleure pendant 2 heures, les mains sur le visage, les épaules secouées. À Paris, une troisième sourit doucement en regardant une vieille photo jaunie dans un tiroir secret, une photo d'eux sur une scène il y a 20 ans. Et à Ajaccio, une quatrième serre son petit garçon contre elle et chuchote « Chut, tout va bien », alors que son cœur bat la chamade, comme un orage qui approche. Ce soir, je vous raconte tout, sans filtre, sans coupure. Pas la version des journaux People qui inventent des détails pour vendre du papier et des clics. La version que les chauffeurs de taxi corse se chuchotent encore à 2 heures du matin en fumant une cigarette sur le port. La version que les maquilleuses de Notre-Dame pleurent encore dans les loges 27 ans plus tard, en se rappelant les coulisses. La version que Lara Fabian n'a jamais osé dire à personne, même pas à sa psy, même pas dans ses chansons les plus nues et vulnérables. La version que Julie Zenati porte tatouée sur le cœur, comme une cicatrice qui ne guérit jamais complètement, qui gratte encore les nuits de pleine lune. La version qu'Ariane a gardé 13 ans dans sa gorge et 3 ans dans ses silences profonds, comme un trésor enfoui. Fermez la porte. Éteignez les notifications. Prends un truc à boire. On commence au tout début. Vraiment au tout début, avant que le monde ne sache qui est Patrick Fiori, avant Notre-Dame, avant les Lumières. Novembre 1997. Patrick a 27 ans. Il n'est personne, ou presque, juste un gars de Marseille avec un accent qui chante et un rêve qui brûle. Il dort dans une chambre de bonne sous les toits de Belleville, avec un matelas par terre et une guitare qui prend la poussière dans un coin. Il répète Notre-Dame de Paris dans une salle sans chauffage, où l'on voit son souffle former des nuages blancs, et où les autres comédiens grelottent en attendant leur tour. Il mange des knackis à même le paquet et des yaourts périmés pour économiser. Il rêve d'amour. D'un amour qui ferait trembler les murs, qui ferait exploser les amplis, qui ferait pleurer les anges et les démons, qui changerait tout. Un soir pluvieux de novembre, il roule sur le périphérique sous une averse qui martèle la carrosserie comme des doigts impatients sur une table. Il allume énergie pour ne pas s'endormir au volant, la fatigue des répétitions lui pesant sur les paupières. Et là, une voix tombe des haut-parleurs comme une météorite en fusion, brûlante et irrésistible, qui illumine tout. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ce n'est pas une voix humaine. C'est un cri d'âme pure, un hurlement qui vient des tripes et qui transperce tout, comme une lame. Patrick manque de percuter la glissière de sécurité. Il se gare sous le pont de Saint-Cloud, warning allumé, et il pleure comme un gosse qui perd sa mère pour la première fois, les larmes chaudes sur ses joues froides. Il reste là 40 minutes. Il remet la chanson en boucle sur la radio. Il pleure encore. Il ne connaît même pas son nom. Il sait juste que cette voix vient de lui arracher le cœur avec les dents, et qu'il en redemande, comme une drogue. Le lendemain matin, il arrive aux répétitions avec les yeux explosés, gonflés comme des ballons, et les autres lui demandent ce qui s'est passé. Il demande à tout le monde, même au régisseur qui balaie la scène. C'est qui la chanteuse qui passe avec Je t'aime ?
Elle m'a tué hier soir. On lui répond. Lara Fabian. Une Belge qui explose au Québec. Elle fait pleurer tout le monde là-bas, avec sa voix qui vient d'ailleurs. Il court à la Fnac à l'ouverture, avec son manteau encore mouillé de la veille, ignorant la pluie qui continue. Il achète Pur, l'album précédent, et même le single de La Différence. Il rentre chez lui en métro, impatient comme un enfant. Il ferme les volets pour faire le noir complet. Il écoute 16 fois d'affilée. Il apprend chaque respiration, chaque sanglot, chaque silence entre les mots comme si c'était une prière sacrée. Il chante tout dans la douche jusqu'à ce que la voisine du dessous tape avec un balai au plafond, énervé. Il dort avec le casque sur les oreilles, le volume à fond. Il rêve d'elle toutes les nuits. Il n'a jamais vu son visage en vrai. Il est déjà amoureux fou. Amoureux comme on ne l'est qu'une fois dans sa vie, avec cette intensité qui consume tout, qui laisse des marques. Janvier 1999. Energy Music Awards. Il monte sur scène pour la première fois avec Belle. 15 000 personnes hurlent son nom. Il descend, en sueur, chemise ouverte jusqu'au nombril, cœur à 220 battements par minute. Il cherche un verre d'eau dans les coulisses bondées. Et là, dans un couloir mal éclairé qui sent la transpiration et le parfum bon marché, il la voit. Elle porte une robe rouge sang, fendue jusqu'à mi-cuisse, qui moule chaque courbe comme si elle avait été cousue sur elle à 3 heures du matin par un tailleur divin. Cheveux noirs jusqu'à la taille, ondulés comme la mer en colère sous la lune. Yeux verts qui brillent comme des émeraudes sous les spots clignotants. Elle rit avec son manager. Ce rire. Ce rire qui fait fondre les glaciers et arrêter les horloges, qui fait oublier le monde entier. Patrick s'arrête net. Il oublie de respirer. Ses jambes ne répondent plus. Elle le voit. Elle sourit. Elle s'approche lentement, comme dans un rêve au ralenti, ses talons claquant sur le sol. Tu es Phébus. Sa voix est encore plus belle en vrai, plus rauque, plus vibrante, plus vivante. Oui, et toi Lara? Oui. Il parle 4 heures d'affilée. Tout le monde est parti depuis longtemps. Les techniciens éteignent les lumières une à une, marmonnant dans leur barbe. Ils sont assis par terre dans un couloir, dos contre le mur, genou contre genou. Elle lui raconte qu'elle a vu Notre-Dame 3 fois. Qu'elle a pleuré sur Déchiré à chaque fois, jusqu'à en avoir mal à la gorge. Qu'elle a appris Belle en français pour pouvoir la chanter sous sa douche à Montréal. Qu'elle a pleuré en apprenant que Phébus meurt à la fin, parce que ça lui rappelait son propre cœur brisé par un amour passé. Il lui avoue qu'il a pleuré sur Je t'aime dans sa voiture. Qu'il connaît chaque respiration de tout. Qu'il a rêvé d'elle avant même de la rencontrer. Qu'il a découpé toutes les photos d'elle dans Gala et qu'il les garde dans son portefeuille comme un talisman porte-bonheur. Elle rit. Elle pleure. Elle prend sa main. Tu sais que tu es complètement fou. Oui. Mais c'est ta faute. Tu m'as ensorcelé avec ta voix. Ils échangent leurs numéros sur un bout de serviette en papier taché de rouge à lèvres. Le lendemain, il l'appelle à 6h47 de Paris, minuit 47 de Montréal. Elle décroche, la voix rauque de sommeil, mais heureuse. Ils parlent jusqu'à 11h. Et ça ne s'arrêtera jamais pendant 2 ans. Été 1999. Ils sont inséparables. Saint-Tropez. Ils marchent pieds nus sur la plage de Pamplonne à 5h17 du matin, les vagues léchant leurs orteils. Les paparazzis les prennent en photo depuis les dunes avec des téléobjectifs. Lara en bikini blanc qui laisse peu de place à l'imagination. Patrick torse nu, bronzé, les cheveux longs dans le vent salé. Ils s'embrassent comme si c'était la dernière fois sur Terre. Les photos font la une de Voici pendant 6 semaines. On les appelle les amants maudits de la chanson française. On parle déjà de mariage, d'enfants, de duos éternels. Août 1999. Montréal. Lara l'emmène dans son appartement avec vue sur le Saint-Laurent, où les lumières de la ville dansent sur l'eau la nuit. Ils passent 15 jours sans sortir une seule fois. Ils font l'amour sur le tapis du salon. Sur le piano à queue. Dans la baignoire remplie de mousse jusqu'au plafond. Dans la cuisine à 3 heures du matin en mangeant des céréales directement dans le paquet, riant aux éclats. Ils écoutent Vinicius de Moraes jusqu'à 7 heures du matin. Elle lui joue au piano une chanson qu'elle n'a jamais montrée à personne, même pas à son producteur, une ballade sur un amour perdu en Belgique. Il pleure. Elle pleure. Ils décident d'écrire un duo.
Septembre 1999. Ils enregistrent Si tu m'aimes demain dans un petit studio de Montréal qui sent le café froid et la cigarette froide. Juste 2 voix et un piano. Pas de batterie. Pas de cordes. Pas de chœur. Juste eux, nus dans leur émotion. Ils écoutent le playback dans le noir complet. Lara pose sa tête sur l'épaule de Patrick. On ne le sort jamais. C'est trop nous. Si on le sort, on le tue. Il hoche la tête. Le morceau dort encore dans un disque dur quelque part à Montréal. Personne ne l'a entendu. Sauf eux. Et peut-être un ingénieur du son qui a juré le secret sur sa vie. Printemps 2000. Ajaccio. Patrick emmène Lara chez ses parents pour la première fois. Sa mère passe 4 heures à faire des cannellonis aux épinards, en chantant des airs arméniens transmis de génération en génération. Son père sort la guitare et chante Dio si Salvi Regina a cappella jusqu'à ce que tout le monde pleure. Lara pleure devant la mer, les pieds dans l'eau tiède. Elle prend la main de Patrick. Je veux passer ma vie ici. Avec toi. Dans cette maison. Je veux apprendre le corse. Je veux que nos enfants parlent avec l'accent, qu'ils sentent l'iode et les figues. Mais l'amour trop grand finit toujours par exploser, comme une étoile qui se consume en supernova. Lara enchaîne les tournées. 180 dates par an. Canada. Russie. Belgique. France. Japon. Patrick est enchaîné à Notre-Dame 7 soirs par semaine. 7 mois sans se voir. Des lettres manuscrites que les facteurs perdent. Des appels à 4h17 du matin où il pleure sans parler. Des « je t'aime » qui sonnent de plus en plus comme des « pardons », comme des adieux déguisés. Novembre 2000. Hôtel Amigo, Bruxelles. Chambre 512, avec vue sur la Grand Place illuminée. Ils se disputent pour la première fois vraiment. Lara hurle qu'elle se sent seule même quand il est là. Qu'elle dort avec son t-shirt pour sentir son odeur. Qu'elle pleure dans les loges après chaque concert, en regardant sa photo. Patrick hurle qu'il étouffe sous le poids de son intensité. Qu'il n'arrive plus à écrire une ligne. Qu'il a l'impression de disparaître dans son ombre. Les mots dépassent la pensée. Une assiette vole contre le mur. Un miroir se brise en 1000 morceaux, comme leur cœur. Lara s'effondre par terre, dos au mur, les mains sur le visage. Je ne peux pas vivre comme ça. Patrick s'agenouille devant elle. Sa voix se brise. Moi non plus. Décembre 2000. Ils se séparent. Pas de communiqué. Pas de haine. Juste 2 âmes calcinées qui s'aiment encore trop pour continuer à se détruire. Dernier appel le 31 décembre 2000 à 23h57. Lara est à Montréal, seule dans son appartement. Patrick est sur le port d'Ajaccio, les pieds dans l'eau glacée. Il pleure 2h30 au téléphone. Lara, je t'aime trop pour te retenir. Patrick, je t'aime trop pour te détruire. Minuit sonne. Ils raccrochent en même temps. Patrick reste sur le port jusqu'à 8h du matin. Il écrit les gens qu'on aime sur un coin de nappe en papier dans un café qui vient d'ouvrir. On n'oublie rien, on vit avec. Lara sort l'album nu 8 mois plus tard. Dans Adagio, on entend encore le fantôme de Patrick. Dans Immortel, elle pleure vraiment, les sanglots non édités. 25 ans plus tard, Lara regardera le documentaire. Elle pleurera pendant 3 heures. Elle écrira une lettre de 12 pages à Patrick qu'elle n'enverra jamais. Elle la brûlera dans sa cheminée à Montréal. Mais on la lira la semaine prochaine. Patrick a 30 ans. Il sort d'un incendie. Il veut de la douceur. Il veut respirer. Il veut quelqu'un qui ne lui demande pas de brûler, qui ne lui demande pas d'être une étoile. Julie Zenati a 19 ans. Elle est fleur de lys dans Notre-Dame. Elle tremble comme une feuille avant chaque représentation. Elle a peur du public. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur de tout, comme une adolescente jetée dans l'arène. Patrick devient son bouclier. Il lui prend la main dans les coulisses avant Belle. Regarde-moi. Pas les 15 000 personnes. Moi. Juste moi. Elle le regarde. Elle chante. Elle ne tremble plus. Les regards deviennent des sourires complices. Les sourires deviennent des dîners clandestins dans le Marais, dans des bistrots où personne ne les reconnaît. Les dîners deviennent des nuits dans le petit appartement de Julie rue des Francs-Bourgeois, avec un lit, une place et des posters de stars sur les murs. Elle cuisine des pâtes à l'ail et au persil comme une italienne pur jus.
Il apporte du vin corse que son père fait lui-même dans la cave familiale. Ils rient jusqu'à 5 heures du matin. Ils font l'amour sur le canapé trop petit. Ils dorment enlacés comme des adolescents qui découvrent le monde pour la première fois. 2000. Ils sont officiellement en couple. Le public les adore. Les fans hurlent quand ils chantent ensemble sur scène. Les médias les appellent le couple parfait. On les invite partout. On les prend en photo partout. On les envie partout, comme un conte de fées moderne. Ils vivent ensemble. Travaillent ensemble. Respirent ensemble. Même manager. Même équipe. Même bus de tournée. Même chambre d'hôtel. Même brosse à dents dans la salle de bain. Julie veut voler de ses propres ailes. Elle sort son premier album solo en 2002. Patrick est fier. Mais inquiet. Il veut la protéger comme une petite sœur. Elle veut grandir, être vue comme une artiste à part entière. Elle veut qu'on arrête de dire « la compagne de Patrick Fiori ». On commence à comparer. On juge. On attend qu'elle soit éternellement la petite fleur de lys, la muse éternelle. 2004. Julie tombe enceinte. Ils l'annoncent à leur famille lors d'un dîner à Ajaccio le 14 juillet, avec des feux d'artifice en fond sonore. La mère de Patrick pleure de joie. Le père sort le champagne corse millésimé. Ils choisissent déjà le prénom. Si c'est une fille, elle s'appellera Luna. Si c'est un garçon, elle s'appellera Elliot. Mais à 3 mois et 2 jours, Julie saigne dans la salle de bain de leur appartement parisien. Elle crie. Patrick la porte jusqu'à la voiture. Il conduit comme un fou jusqu'à l'hôpital américain de Neuilly. Il tient sa main pendant 7 heures. Il ne dit rien. Il pleure en silence. Le médecin sort. Il secoue la tête. Je suis désolé. Il n'en parle à personne. Jamais. Même pas à leurs meilleurs amis. Même pas 20 ans plus tard. La douleur les rapproche 3 mois. Puis les éloigne pour toujours, comme un poison lent qui ronge. 2007. Ils se séparent un mardi matin de mars dans la cuisine. 2 tasses de café qui refroidissent. Julie, on s'aime encore. Mais on ne s'aime plus bien. Patrick hoche la tête. Il prend sa guitare. Il part écrire 4 mots sur un piano dans un studio de la rue de Turin. Il pleure en enregistrant. Le producteur garde la prise, avec les sanglots. Julie dira 25 ans plus tard dans une interview rare. Il m'a pris la main quand j'avais 19 ans et que je tremblais de peur. Il m'a appris à exister dans ce métier. Je lui serai reconnaissante jusqu'à mon dernier souffle. Et même après. Il restera mon premier vrai amour, celui qui m'a fait grandir. Patrick a 39 ans. Il est fatigué des projecteurs qui brûlent la peau. Il veut une vie normale. Une famille. Un port d'attache. Un endroit où on l'appelle Patrick, pas Monsieur Fiori, pas la star. Ariane est entrée dans sa vie bien avant tout le monde. Décembre 1999. Concours Miss France. Elle représente Rhône-Alpes. 3e dauphine. Patrick est dans le jury. Il ne voit pas la couronne. Il voit la femme qui rit franchement à une blague nulle du présentateur. Il voit la femme qui pose des questions intelligentes aux autres candidates sur leur vie, sur leurs rêves. Il voit la femme qui lit un livre de Marguerite Duras dans les coulisses pendant que les autres se maquillent frénétiquement. Printemps 2000. Elle vient le voir après un concert de Notre-Dame. Elle attend 2h30 dans le froid mordant. Elle lui tend une feuille pliée en 4, les mains tremblantes. J'ai écrit une chanson. Tu veux la lire? Il lit dans sa loge, assis sur une chaise en plastique. Il est bouleversé. Les mots parlent de mer, de racines, de silence qui pèse plus que les cris. Il l'invite à boire un café. Il parle jusqu'à 4 heures du matin. Il oublie qu'il a une représentation le lendemain. Il se revoit en secret pendant 8 ans. Des cafés volés dans des bistrots anonymes. Des lettres manuscrites envoyées par la poste. Des week-ends à Ajaccio où personne ne les reconnaît. Des nuits où ils parlent jusqu'au lever du soleil, sans se toucher, juste des mots qui construisent un pont. 2008. Il se marie le 14 juin à Ajaccio. 30 invités. Pas un journaliste. Ariane en robe ivoire toute simple, cheveux lâchés, pas de voile. Patrick en chemise blanche ouverte, pieds nus dans le sable chaud. Ils échangent leurs vœux sur la terrasse face à la mer. Le père de Patrick chante en corse. La mère pleure dans son mouchoir brodé. Ce vent,
qui n'est pas encore né, est déjà dans le ventre d'Ariane, un secret partagé avec un sourire. 2009. Ce vent naît un 12 mars sous un soleil éclatant. 2014. Gabin naît un 27 septembre pendant une tempête qui fait trembler les volets. Ariane coécrit tous les albums. Promesse en 2017 porte sa trace partout. La chanson, elle l'est signée à Q. Paroles sur les mères qui se taisent, sur les femmes qui portent le monde sur leurs épaules sans jamais demander merci. Patrick déclare dans une interview rare. Elle m'a appris à écrire pour une femme, pas pour un public. Avant elle, je chantais l'amour. Avec elle, je l'ai compris. Je l'ai vécu. Tous les jours. Dans les petits moments. Leur vie est simple. Paris l'hiver pour les écoles des enfants. Ajaccio l'été pour la mer et les barbecues. Les enfants grandissent entre les figuiers, les pins parasols et les parties de pétanque avec papy. Pas de tapis rouge. Pas de photos volées. Juste des dîners en famille, des chansons écrites à quatre mains sur la table de la cuisine, des nuits où Patrick joue doucement de la guitare pendant qu'Ariane corrige ses textes au crayon rouge en buvant du thé à la menthe. Mais le silence finit toujours par devenir distance, comme un brouillard qui s'installe doucement. Patrick enchaîne les tournées. 400 dates en 3 ans. Ariane gère tout seul. La maison. Les enfants. Les devoirs. Les crises de croissance. Les nuits où Gabin fait des cauchemars à cause des orages. Les matins où Sevent refuse d'aller à l'école parce qu'un grand lui a volé son goûter. Patrick rentre. Il embrasse tout le monde. Il repart 3 jours plus tard. Il prend la paix pour acquise. Il ne voit plus ce qu'il a. Il voit ce qu'il n'a plus. L'excitation. Le feu. Le cœur qui bat à 220. Octobre 2021. Toulouse. Zénith plein à craquer. Patrick a 52 ans. Il ne cherche rien. Charline a 27 ans. Enseignante dans un collège difficile de la banlieue toulousaine. Fan discrète. Elle est venue avec une amie qui a gagné des places au dernier moment. Après le concert, elle attend en coulisses. Elle tremble comme une feuille. Elle s'approche. J'adore Promesse. Elle m'a sauvé quand ma grand-mère est morte. Elle m'a porté quand je n'avais plus de force. Patrick s'arrête net. Il la regarde. Vraiment. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un voit l'homme derrière la voix. Pas le chanteur. Pas la star. L'homme. Il parle 2 heures. L'équipe range les flight cases. Les lumières s'éteignent une à une. Ils sont encore là, assis par terre dans un couloir qui sent la sueur et le métal chaud. Les jours suivants, les messages. D'abord timide. Merci pour hier soir. Puis tous les soirs. Puis toutes les nuits. Puis à 3 heures du matin. Puis à 5 heures du matin. Noël 2021. Patrick passe les fêtes dans le sud chez elle. Il joue avec son chat. Il fait la vaisselle. Il rit comme un adolescent qui découvre l'amour pour la première fois. Printemps 2022. Il quitte Ariane. Il prend une valise. Il laisse une lettre sur la table de la cuisine. Je ne sais pas l'expliquer. Je suis désolé. Je t'aimerai toujours. Janvier 2023. Angenay. Aucune photo. Aucune interview. Charline disparaît des réseaux. Elle protège son fils. Son amour. Sa vie. 14 février 2025. 21h47. Studio 104. Patrick, vous avez chanté l'amour toute votre vie. Mais est-ce que vous l'avez vraiment vécu? Silence. 42 secondes. Une éternité à l'antenne. Patrick baisse les yeux. 2 larmes coulent lentement. Il sourit. Un sourire douloureux. Un sourire vrai. Oui. Une fois. Qui? Il inspire. Il ferme les yeux. Il murmure. Ariane. C'était toujours Ariane. Le monde explose. Ariane regarde le documentaire avec Sevent et Gabin endormis sur le canapé. Elle éteint la télé. Elle sourit. Un sourire triste et doux. Elle sait depuis toujours. Lara regarde le documentaire à Montréal. Elle pleure pendant 4 heures. Elle écrit une lettre de 15 pages à Patrick qu'elle n'enverra jamais. Julie regarde le documentaire à Paris. Elle sourit. Elle sait qu'elle a été aimée. Vraiment aimée. À sa façon. Charline regarde le documentaire avec Ange dans les bras. Elle serre son fils plus fort. Elle ne dit rien. Elle n'a pas besoin.
Patrick rentre chez lui. Il s'assoit sur le port d'Ajaccio. Il regarde la mer. Il pleure en silence. Et quelque part, dans une maison blanche aux volets bleus, une femme murmure dans le noir. Moi aussi, c'était toujours toi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Likez. Partagez. Abonnez-vous. La semaine prochaine, la lettre que Lara Fabian a écrite à Patrick après avoir vu le documentaire. 15 pages. Je vous la lirai intégralement. Mot pour mot. À très bientôt. Et merci d'avoir écouté jusqu'au bout.